elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Garance Doré. Tu connais toi ton corps ? C'est quoi tes règles ? On n'en sait rien, on nous apprend rien. J'ai rencontré Garance Doré il y a des années. À l'époque, elle arpentait les abords des défilés de mode, son appareil photo autour du cou, pour alimenter son blog en silhouette modeuse. T'aimes bien ma position de pied pour pas toucher la... Ouais, c'est classe. Moi, j'étais une petite pigiste OL. Je grappillais des cartons d'invitation à droite à gauche pour essayer de me faufiler à l'intérieur. On est devenues copines tout de suite. De ce genre d'amitié qui résiste aux années, aux déménagements et même aux océans. C'est rare d'avoir un amour dans notre vie qui nous prend dans ses bras et qui nous dit « mais quoi que tu fasses, je t'aime ». Car entre-temps, Garance Doré est devenue énorme. Alors je vous rassure, elle est toujours aussi bien foutue, c'est pas la question. Elle est devenue énorme dans l'industrie de la mode. Ce qui était à l'origine un petit blog français est aujourd'hui un gros studio basé à New York qui emploie une 15aine de personnes. Garance est devenue Garance. Les Américains l'adorent. Elle est l'égérie de plusieurs marques, la Frenchie qui cartonne, la sainte patronne des blogueuses devenues entrepreneuses. Une posture féministe. Pendant toute cette ascension, Garance et moi, on n'a jamais arrêté d'échanger. Par texto, beaucoup, passionnément, énormément. Et lors de sessions mémorables en terrasse, lorsque tous les 6 mois, elle revient à Paris pour la Fashion Week. Mais évidemment que tout le monde est beau. On parle d'amour, de sexe beaucoup, de réussite, d'équilibre, de bonheur. On s'énerve sur l'industrie de la mode, on se raconte nos moments de honte, nos fiertés, nos regrets, nos vies de femmes. Et c'est l'une de ces conversations intimes que vous vous apprêtez à écouter. Elle a été enregistrée un après-midi d'automne à l'hôtel Providence. Avec Garance Doré, nous parlons de sa grand-mère berbère, de cycle menstruel et d'avoir 40 ans. Alors Garance, déjà on va pas faire semblant, on va se tutoyer parce que je pense que je vais pas tenir le vouvoiement pendant 1h30 avec toi. Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Garance Doré. Comment ça va ? On est toutes les deux des pros du podcast. On est des pros du podcast. D'ailleurs j'allais commencer par ça. Car en fait, tu t'appelles pas Garance, tu t'appelles Garance. Ah, Garance. Garance Doré. Garance Doré. Tu as un podcast qui s'appelle Pardon My French. Ouais. C'est un succès énorme. Oh, merci. Mais dans ce podcast, tu parles en anglais. Ouais. Nous allons parler français. Donc ouais. J'ai un peu l'exclu du podcast de Garance en français. En français et avec tous mes anglicismes dont vraiment, excusez-moi, ça c'est terrible. On te pardonne d'avance. Ouais, ça fait 7 ans et là je commence à le sentir. En fait. Alors on va commencer par le commencement. Mm-hmm. Tu as grandi en Corse, dans le petit village de Girolata. Ouais, j'ai grandi jusqu'à ce que il y ait l'école. Et ensuite, on était à Ajaccio pour l'école, parce qu'il n'y avait pas d'école dans mon village, il était trop petit, il y avait 10 maisons, tu vois. Et donc après, en fait, on faisait très très long été. À l'époque, c'était encore un peu toléré, tu vois, j'arrivais à l'école en octobre, en mode cool. Et puis on y allait tous les week-ends et tout ça. C'était une enfance heureuse ? Avec le recul, je pense qu'il y a eu des choses que j'ai pas vues, qui ont été très dures, que j'ai beaucoup encaissées en tant que... Tu sais, comme les enfants encaissent, sans s'en rendre compte. Mais il y a eu des côtés géniaux, grandir dans la nature, la Corse, c'est merveilleux. J'ai une culture que j'aime beaucoup, de parents immigrés, avec tu vois ma grand-mère qui était musulmane, la culture corse à laquelle je m'identifie beaucoup, donc, et mon père qui est d'origine italienne. Donc ça c'était super beau. Il y avait beaucoup d'amour dans ma famille, donc il y avait des choses qui étaient bien. Ouais. Et la nature à laquelle je suis très attachée. On te parlait comment quand t'étais petite ? Comment on s'adressait à toi, à l'enfant que t'étais ? Je sais pas. J'ai toujours... je crois que il y a eu... quand j'étais petite, j'étais très admirée comme enfant. Je pense que ça revient à ce que je te disais un petit peu avant. Je crois que j'avais le truc de l'enfant parfait, tu sais. Je voulais que tout le monde soit heureux autour de moi. Et du coup, je prenais beaucoup sur moi. J'étais très bonne à l'école, je voulais toujours que tout le monde soit heureux, et donc je faisais tout pour ça. Et du coup, je crois que les gens étaient souvent impressionnés
Je me suis un peu pris ça dans la gueule plus tard parce que ça peut pas durer après l'adolescence et tout. Mais je me souviens et on me disait toujours que j'étais douée, je chantais, je sais pas, je dessinais et en plus je mettais tout le monde à l'aise, j'avais toujours un truc à dire, je disais bonjour à tout le monde dans la rue, je souriais tout le temps. C'était pour satisfaire tes parents que tu agissais comme ça ou... Je sais pas, il paraît que c'est un truc d'enfant aîné quand t'es la première. C'était pour mes parents, c'était pour je sais pas, c'était comme ça que j'étais quoi, j'étais people pleaser. People pleaser, le anglicisme du podcast. En anglais, ça veut dire tu veux faire plaisir aux gens. Et quand ça se transforme, quand ça devient, quand t'es adulte, en fait, c'est les gens qui disent toujours oui et tout ça. Maintenant, je suis un peu moins quand même. Mais au fond de moi, j'ai un truc comme ça. Et du coup, ça transforme une enfance parce que je me faisais jamais engueuler. Enfin, tu vois, voilà quoi. Et t'as déçu par la suite? T'as glissé quelque chose du Complètement. genre à l'adolescence? Ah ouais, ça a été la dégringolade. Tu plaisais plus personne? Je plaisais plus personne, mais alors, et puis je l'ai senti quoi. Ça a été horrible. Et puis ça a été horrible d'une manière, c'est ce que je te disais, où j'ai pas capté que c'était horrible. Je comprends aujourd'hui, tu vois, à 40 ans passés, que je m'en suis en fait pris plein la gueule, mais que je comprenais pas du tout, j'avais pas du tout les armes, les moyens de comprendre ce qui se passait, que j'étais en chute de grâce, tu vois. Et voilà. Tu veux que je t'en dise plus sur ça? Non, je voudrais que tu me parles de ta maman. C'est quel genre de femme, ta maman? Elle est très séduisante, mais d'une manière... elle est drôle, elle a une vraie beauté, elle a beaucoup de goût, elle sait s'adapter aux gens autour d'elle. Ça, c'est un truc que j'ai un peu d'elle aussi, où elle peut traverser toutes les sociétés, tu vois, et c'est toujours, elle est toujours à l'aise. Elle a ce côté un peu people pleaser aussi? Ouais, elle a ce côté-là. Elle est très ambitieuse pour elle et pour les siens. Elle est très intelligente. Et aussi, je pense, à beaucoup d'histoires. Tu vois, pareil, elle immigrée, elle a grandi en Algérie, une histoire de famille très dure et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de là. C'est une personne qui est passionnante. Moi, j'ai plein d'amis qui la rencontrent et qui me disent mais c'est incroyable et tout ça. Après, comme mère, bah, tu vois, c'est une mère, quoi. Il y a des trucs géniaux, il y a des trucs, on a eu des moments difficiles et tout, mais c'est bien. Aujourd'hui, je suis bien avec elle et je la comprends et je lui pardonne. Enfin, tous les trucs de fille, tu vois, par rapport à sa mère. Je pense que c'est un truc de vie. Je pense que après, quand t'as 70 ans, t'as toujours un rapport qui est toujours en changement avec ta mère, mais en ce moment, je trouve que ça va. Il y a un autre personnage féminin dans ta famille dont tu parles beaucoup. Je me rappelle notamment d'un post que tu avais écrit sur ton blog au moment de son décès. C'est ta grand-mère. Ta grand-mère marocaine, berbère. Mais c'était un texte que j'avais senti comme quelque chose d'hyper... J'ai des frissons en reparlant d'ailleurs. Moi aussi, tu vois, parce que en fait... Et puis, ma relation avec elle continue de grandir, alors qu'elle est morte il y a 6 ans, je crois. Et une grand-mère, c'est incroyable. Écoute, j'y pensais, j'en parlais la dernière fois avec ma sœur et puis même avec une amie. Tu sais, en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes aujourd'hui, on n'a plus ça. L'amour d'une grand-mère. Je trouve que l'amour qu'on a avec sa mère, c'est des trucs. On attend tellement. Il y a tellement de tensions, de tout ça. Alors que et je trouve qu'avant, c'était des choses qu'on pouvait trouver dans son village ou des trucs comme ça. Je trouve que les femmes aujourd'hui, on a tellement à faire, on a tellement à donner, à rendre, je sais pas, avec nos hommes, tout ça. C'est rare d'avoir un amour dans notre vie qui nous prend dans ses bras et qui nous dit mais ça va, mais c'est bien, t'es bien, tu fais les choses bien, je t'aime, quoi que tu fasses, je t'aime. Moi j'ai pas ça. Ta grand-mère, c'était ça pour toi? Ma grand-mère, c'était ça, c'était les grands bras ouverts, tu vois, la poitrine contre laquelle, tu vois, je pouvais me reposer, et elle m'aimait d'un amour fou, presque trop, tu vois, par rapport aux autres dans ma famille et tout, mais on a eu une histoire, une espèce de sans faute, tu vois, d'amour, de simplicité. Elle m'a beaucoup élevée quand j'étais jeune, parce que ma mère était occupée, qu'à un moment, quand je suis née, elle a été assez malade, enfin, des suites de ma naissance et tout ça, et c'est ma grand-mère qui m'a pris sur son dos, tu vois, avec son foulard et tout ça, et qui m'a et donc je pense qu'on a eu un lien comme ça assez fort,
j'ai à tel point que j'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir quand elle est morte. C'est-à-dire que elle était dans sa chambre d'hôpital et que je savais que j'allais partir et que probablement je la reverrais plus, tu vois. Et je suis allée la voir et je lui ai dit Mina, tu vois, on s'est dit au revoir quoi. Je lui ai dit je t'aime, il faut jamais que tu oublies ça. Et elle m'a dit pareil et tout ça et je lui ai dit merci, tu vois, pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Enfin, c'était vraiment génial, vraiment génial. C'est des moments où on n'en parle pas assez parce qu'on parle toujours de la mort comme de, tu vois, de toute la tristesse, du fait que les personnes ne sont plus dans nos vies et tout ça, mais il y a des moments vachement, tu vois, les enterrements, ça peut être très beau, tu vois, d'émotions, tu vois, il y a des choses comme ça, et ce moment-là était magnifique, et d'ailleurs, c'était aussi un moment qui venait juste après, un espèce de moment d'hilarité avec ma mère et ma grand-mère, faut que tu comprennes, parce que, tu sais, on a vraiment une culture de se marrer, quoi, de rigoler de tout. Et là, c'était vraiment la preuve de ça. Je crois que je t'avais raconté. C'est que ma grand-mère, à la fin, elle buvait beaucoup d'eau. Elle avait soif tout le temps. Et c'est un moment super intime où ma mère ramène, on va à l'épicerie, on achète toutes les marques parce qu'elle sentait vachement les différents goûts des eaux et tout. Et on ramène, mais genre, tu vois, Contrex, Evian, tout. Et ma grand-mère, elle dit, ah non, mais t'as pas ramené, genre, là, je sais pas. T'as oublié la Volvic. T'as oublié la Volvic. Et ma mère, d'un coup, elle s'est tournée, elle dit, bon, toi, tu vas bientôt mourir, alors tu fermes ta gueule. Et ma grand-mère, elle a explosé de rire, tu vois, et d'un coup, t'as toute tu sais, la pression, mais qui est retombée. On a rigolé pendant 1 heure, et c'est juste après ça que j'ai pu dire ça. Tu vois, c'est un moment un peu qui a dédramatisé. Je sais pas, c'était marrant. Et après, maintenant, ma grand-mère, je la vois dans le ciel parfois. Alors, tu sais, on a chacun nos trucs hein, avec les morts et tout ça. Et j'ai l'impression qu'elle me regarde de là-haut. Tu vois, même si moi je suis pas, enfin tu vois, j'ai pas de religion particulière et tout ça, mais j'ai l'impression que ses bras, tu vois, son regard, il est encore là. Et j'ai pleuré il y a 2 jours en pensant à elle, tu vois, en me disant que cet amour-là me manquait. T'es devenue femme ou tu l'es de naissance? Je suis devenue femme l'année dernière, je pense. Waouh, il y a 2 mois à peu 40 près. ans. C'est-à-dire? Écoute, je crois que le moment où j'ai l'impression que je suis devenue femme, c'est le moment où j'ai arrêté d'être une fille. Et où je vais te parler de ça parce que du côté plus ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous tu vois dans les médias et comment on nous apprend à être et tout, plus que tu vois Simone de Beauvoir, mais plus ce côté là, je trouve que on essaie de nous faire peur d'être une femme, comme si la féminité c'était quelque chose de trop violent, de trop puissant ou de trop je sais pas quoi, mais en tout cas on nous encourage énormément à rester des filles et à tu vois, avoir des corps prépubères, à nier la maternité qui n'existe pas, tu vois, qui est une espèce de bulle qui disparaît 1 mois après. Tout doit être propre, alors que la féminité c'est quand même justement c'est des tu vois, je sais pas, des différents moments, des différentes couleurs. Si tu prends les cycles d'une femme, t'as le moment, tu vois, dès le jour 1, ou le jour où t'as tes règles, c'est pendant 1 semaine à peu près, ou 4 jours, un moment où, à l'époque, les femmes, tu vois, comment dire, se mettaient un petit peu à l'écart, prenaient ce temps pour justement analyser tout ça. Et dans le business, ça peut aussi tu vois... Et ensuite, t'as un moment où tu commences à créer tes œufs et tout, comme on dit pas en anglais, tes ovules, à ovuler et tout ça. Et c'est un moment où t'es beaucoup plus justement dans des moments où tu peux rencontrer les gens, t'as un côté beaucoup plus, t'es dans la crête, enfin tu vois. Et ça, enfin je sais pas, toutes les femmes ressentent ces trucs-là. Des moments où t'es super bien. Et après t'as des moments justement où tu peux être plus dans l'action, où t'as une espèce d'énergie et tout ça. Bon bref. Et donc tous les moments du cycle en fait peuvent être des moments super intéressants si tu les surfes quoi. Alors que si tu résistes à tout, si tu les subis, c'est horrible. Donc maintenant, par exemple, voilà, je te dis, quand j'ai mon app, tu vois, j'ai mon truc, je sais que je vais avoir mes règles. T'as une application pour savoir, tu vois, pour mon cycle et tout, parce que... Comment s'appelle cette application, s'il te plaît? Ça s'appelle Ovia, je crois. Ovia. Ouais, mais t'en as plein, tu vois, il y en a plein qui sont plus, enfin, selon ce qu'on veut. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que...
en m'adaptant, je deviens quelqu'un de beaucoup plus performant, de beaucoup plus agréable, tu vois. Je sais plus pourquoi j'en étais venue là. Non, parce qu'on parlait du fait de Et que je suis devenir devenue femme, une femme. de se sentir Et donc, femme. voilà. Et c'est marrant parce que tu as dit, avant j'étais une fille. Et Ouais. je sais pas si nos auditeurs le savent, mais il y a 10 ans maintenant, tu as Ouais. monté un blog qui s'appelait Une fille comme moi. Ouais. Ce qui est pas anodin, je pense. Exactement. Et à Enfin, l'époque, j'y avais pas pensé à l'époque, mais ouais. et en tout cas rétrospectivement, ça prend tout son Ouais. sens, je trouve. Et à l'époque, déjà dans ton discours, même si c'était peut-être pas formulé de façon aussi nette, tu voulais te démarquer de la presse féminine. Ouais. Tu voulais justement proposer un modèle alternatif à cette espèce de super femme qu'on nous présente en période de magazine, qui était à la fois super mince, super maman, super boss, super amante, en porte-jartel, à bouffer bio. Tu proposais quelque chose qui était presque, aujourd'hui les blogs mode est devenu très 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 courant, mais c'était presque militant. Oh, écoute, moi j'ai toujours cru à de toute façon, je me suis jamais, je trouve pas que j'ai assez de force pour être militante, parce que justement, ma marque de fabrique, c'est un peu justement le doute, tu vois, le changement. Donc prendre position, c'est compliqué quand tu es capable tu vois, d'évoluer, de changer d'avis tout le temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai toujours essayé d'incarner en tout cas ce en quoi je crois, et d'être ouverte et d'arriver à en parler. Et donc voilà, c'est ce que je faisais. T'as quand même un peu brisé des chaînes en faisant ça. Ouais, mais carrément, mais je l'ai fait vraiment à ma manière. C'est-à-dire, je suis pas arrivée en disant les magazines ça pue, parce que c'était pas du tout mon. Justement, encore une fois, tu vois, souvent on parle et je dis attends, il faut être un peu plus subtil parce que j'adore les magazines. Vraiment, j'adore la presse féminine. Je trouve que c'est une merveille, tu vois, un instrument génial. Mais c'est vrai que, et ça c'est un truc qui est plus que souvent dans tous les systèmes, mais maintenant c'est la même chose dans les blogs, tu vois, le système se crée et puis après on se pose plus de questions, on avance, on fait les choses, ah ben c'est comme ça qu'on parle de la mode, ah ben c'est comme ça qu'on parle des femmes, ah ben, et en fait l'outil en lui-même il est merveilleux, mais le problème c'est ce qu'on en fait, et quand ça devient trop la répétition, tu vois, c'est comme à la télé où ah bon bah il nous faut notre émission à 7h parce que si parce que là, alors que bon les gens ils ont complètement changé de façon de vivre en 10 ans. Et pourtant hier je regardais, parce que quand je rentre en France je regarde toujours la télé, tu vois, pour voir ce qui se passe et tout, et c'est les mêmes formats, les mêmes gens, la même manière de faire la météo. Qui c'est qui a 10 minutes pour regarder la météo alors qu'on a tous une app tu vois, sur notre téléphone. Enfin je sais pas, c'est hallucinant comme les choses se sclérosent et qu'on n'en sort plus, et je pense que c'est ça qui s'est passé avec les magazines, c'est ça qui va se passer avec les blogs, tu vois, tout ça, et voilà, et je trouve que c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est vraiment de suivre son aventure intérieure, son aventure humaine, et d'essayer de projeter ça dans l'extérieur, dans ce qu'on fait dans notre vie et tout ça. Mais bon, je parle beaucoup. Non, mais c'est super ce que tu dis. Et à l'époque, au tout départ, donc tu es illustratrice, c'est quand même ça ton premier métier. Ouais. Enfin, t'en as d'autres avant, mais Ouais. on a passé quelques étapes pour arriver là. Et tu dessines des femmes tout le temps, en fait. Ouais. Et je me suis posé la question, ça vient d'où cette... je sais pas si on peut parler d'obsession, mais tu dessines des femmes. Écoute, c'est parce que c'est plus facile. Je m'attendais à une épiphanie. Non, pas du tout. J'aimerais bien dessiner des hommes, mais je sais pas, mon trait, il est super délicat et tout. Alors, heureusement, il y a Gruot qui a réussi à faire des hommes magnifiques, donc un jour, j'y arriverai, tu vois. Mais, et du coup, quand je fais des hommes, je les trouve trop efféminés, tu vois. Et donc, il faut que j'arrive à trouver cette virilité, surtout que j'adore la virilité. Je dis souvent à mon mec, t'es beau, t'es viril. Et à chaque fois, il est mort de rire, tu vois. Je dis, merci. Mais non, c'est un des plus beaux compliments que je peux te faire, quoi, tu vois. Et, bon, viril en anglais ça passe pas hyper bien, je sais même pas comment le dire. Tu dis quoi? Tu dis masculine? Non, je dis viral. Je sais pas si à chaque fois il explose de rire. Tu dis qu'il est viral en fait. Ouais, je dis viral. Et donc voilà. Donc j'y ai pensé, hein, t'inquiète pas, mais j'ai envie de dessiner plus de trucs. Mais tu sais aussi ce qui s'est passé, c'est que quand mon blog a commencé à vraiment exploser et tout, je me suis retrouvée avec vraiment très peu de temps j'allais dire très peu de temps sur les mains, c'est totalement un anglicisme, very little time on my hands, avec très peu de temps pour travailler mon art, enfin en tout cas tu vois, et du coup ce que tu décris c'est aussi justement un petit, c'est que j'ai pas d'espace dans ma vie
pour développer des choses nouvelles en illustration, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé l'année dernière. C'est que maintenant je vais enfin avoir le temps de passer 2 jours sur une illustration si j'ai envie, pour faire une illustration nulle, la jeter, en essayer une nouvelle, essayer des nouvelles techniques, tu vois, des choses qui en fait ça fait à peu près 6 ans que j'ai pas eu le temps, donc je sais ce que je fais et tout, tu vois, je peux produire des dessins, mais au bout d'un moment ça devient un peu ça, c'est de la production, et ça m'intéresse beaucoup moins, quoi. Il y a autre chose dont je sais que tu veux prendre un petit break, parce qu'on en a parlé ensemble, c'est la mode. C'est un milieu que tu as côtoyé très intensément, que je connais un petit peu aussi. C'est un milieu qui est codifié, qui est très dur, qui impose une image de la femme qui est quand même assez stéréotypée. De préférence, il faut qu'elle soit maigre et blanche, si on résume en 2 mots. Quel rapport tu as aujourd'hui avec ce milieu-là ? Écoute, c'est marrant parce qu'en fait, tu confonds un petit peu break avec la mode et break peut-être avec la Fashion Week. Ouais. J'adore la mode. C'est juste parce que tout simplement, comme tu sais, comme j'aime le beau. Non, mais parce que j'aime les belles choses. Donc j'aime la mode. D'ailleurs, ton site continue à en parler. Enfin, évidemment, c'est parce que je veux pas dire que t'as arrêté de parler de mode sur ton site. J'adore la mode. Mais je t'ai pas vu faire la queue dans les défilés de mode. Tu m'as pas vu faire la queue dans les défilés. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais j'adore la mode. Je trouve qu'on plus que jamais, j'ai envie d'en parler. Mais plus que jamais, et vraiment plus que jamais, j'ai envie d'en parler différemment. Et je trouve qu'à un moment, pareil, tu vois, il faut se poser des questions. Pourquoi ? Et à un moment, je me suis demandé pourquoi je vais à la Fashion Week. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que, tu vois, j'ai pas énormément de temps. La vie, ça passe vite, tu vois. Et la Fashion Week, c'est quand même 2 mois de ta vie minimum dans l'année. C'est un truc de fou. C'est du délire. Qu'est-ce que j'en fais ? Bon, alors, niveau contenu, putain, ça c'est une question qui peut durer 2 heures. Il y a tellement de choses à dire. Bref, mais si tu veux, niveau contenu sur le blog et tout ça, moi, je trouve que la Fashion Week, en tant que concept, c'est devenu over, tu vois, on en parle trop, on s'ennuie, les défilés, on en a trop vu, mais d'une manière... Et alors que finalement, ce dont j'ai envie de parler, c'est des gens qui la font, des vêtements en eux-mêmes, de comment... puis tu sais, moi, je viens quand même des photos de rue, quoi. Moi, j'ai toujours voulu parler de la mode portée. J'ai toujours voulu parler de la mode nature. J'ai voulu parler de toi. J'ai voulu te parler, tu vois, des vraies filles qui s'habillent. J'en ai rien à foutre des tenues toutes, tu vois, trafiquées et tout ça. Ça m'a jamais intéressée. Ça a continué à jamais m'intéresser. Et c'est vrai que bon, maintenant, comme le système, c'est un peu tout mis là-dessus. Enfin, tu vois, l'entrée des défilés et tout. On va pas faire de la polémique parce qu'en ce moment, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Mais je trouve que c'est juste que moi, à un moment, je me suis sentie, un mot qu'il faut qu'on mette dans le vocabulaire, je me suis sentie désinspirée, quoi. C'est-à-dire j'adore que... ça. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que tu sais, je repartais d'un truc de Fashion Week et j'étais, genre, j'arrivais, j'étais bien et j'étais, d'un coup, j'avais plus envie de rien, plus envie de rien faire, plus envie de m'habiller, plus envie de dire bonjour, plus envie... Et je me disais, bon, il faut pas... Et le pire qu'on peut devenir dans la vie, c'est aigri, frustré et dire je déteste la mode ou quoi, alors qu'en fait non, c'était juste ces moments-là qui, moi, et ça veut pas dire que j'y reviendrai pas, ça veut dire que faire un break d'une Fashion Week, ça embête personne. Moi j'ai Brie qui travaille avec moi, qui y va, qui adore, et c'est ça que je veux, c'est envoyer des gens qui adorent, tu vois. Elle s'éclate, moi je me suis éclatée dans ce truc-là pendant plusieurs années. Là, je m'éclate parce que j'ai envie de parler justement d'une mode différente. J'ai envie de parler de l'environnement et d'une manière pas chiante. Tu vois, je suis rentrée un jour parce que j'étais à une conférence sur la pollution et l'environnement et j'étais hyper inspirée pour le coup. Et je dis à Émilie, bon, on va changer la manière. Émilie qui travaille avec moi, qui est mon associée maintenant. On va changer. Elle me dit non, mais bon, faut faire. Je lui dis non, mais parce qu'elle avait peur, tu vois. Non, mais attends, tu veux commencer à parler que de marques organiques et tout. Je dis non, bio, pas du tout, que du bio. Non, je lui dis c'est pas du tout ça. Encore une fois, il faut être subtil. C'est moi ce qui me plaît pas en ce moment. Évidemment qu'on a toujours essayé de parler des marques qui font des choses bien et tout ça, mais Stella McCartney par exemple, que t'as toujours vachement mis en avant, hyper soutenue, qui fait du cuir vegan pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Mais l'idée, c'est aussi, moi, ce que je trouve qui est très problématique en ce moment, c'est la surconsommation. Avant tout, tu vois, avant même de s'attaquer au truc du organique, on n'a pas besoin de 300 jeans dans son vestiaire. Il y a des manières différentes de consommer.
on a un sac Sublime, on n'a pas besoin d'en acheter un autre pendant 3 ans. Enfin, moi, je porte le même sac tout le temps. Tu vois, j'aime ça. Et justement, choisir les choses que je choisis. Je sais pas, je suis pas un porte-truc, tu vois. Je suis pas je trouve que c'est important, les choses qu'on met sur soi, c'est les choses qui sont le plus près de nous. De les choisir, de les avoir, d'avoir décidé, d'avoir une histoire avec ses... Enfin, ça, c'est très français, tu vois. Mais ce côté, quand même, les choses ont une histoire. Mais mes vêtements... se font partie de mon histoire. Tu les fais durer. T'en prends soin. Je suis pas. J'essaye. Je suis un peu bordélique, donc. Mais donc t'as des piles de vêtements parfois. Mais en tout cas, voilà. Moi, et pour moi, ça, c'est exactement ça la mode. C'est l'amour des belles choses. C'est les beaux vêtements. C'est prendre soin. C'est économiser pour s'acheter un truc, mais après tu le gardes pendant des mois, des années. Tu vois. Et donc c'est en ça que tu vois, je trouve qu'en ce moment on se perd un petit peu et ça fait perdre beaucoup de magie à la mode, enfin, en tout cas à ma vision de la mode. C'est parce que je sais qu'il y a tu vois, il y a des jeunes qui adorent, c'est un peu comme une nouvelle, tu vois, c'est entertainment, c'est genre plus de trucs, on s'excite et tout. Moi, c'est pas trop mon truc, donc voilà mon point de vue et voilà pourquoi. Et puis je trouve que mais sur le plan humain, sur le plan de... Enfin, moi, je parle de mon expérience à moi, mais arriver dans un défilé de mode, on a l'impression qu'on n'est pas habillé comme il faut. T'as une veste d'il y a 6 mois, t'as l'impression d'être habillé en nip. Ah non, mais ouais. T'es au 3e rang, c'est la honte sur toi, parce qu'en fait, t'es pas cool. Ouais. Les gens qui te parlaient la veille à une soirée, ils te parlent plus parce que t'es... Enfin, tout ça, c'est quand même quelque chose qui, en tant que femme, en tant même que professionnelle... Bah, en tant qu'homme aussi, je pense. Hein. Ouais. Je peux te le dire. Ouais. Non, tu vois, mais je veux dire, en tant que personne... Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je sais pas, parce que c'est pas en tant que femme, c'est bon, il y a beaucoup de femmes dans la mode, mais je pense que juste que c'est je pense moi ça m'a assez bon, quoi, tu vois. À un moment je me suis dit mais alors en fait ce qu'il y a aussi, c'est que en ce moment ce à quoi on assiste dans la mode, il y a un grand mal-être parce que c'est un peu ce que je te disais avec les magazines tout à l'heure, c'est que c'est un système qui n'a plus aucun sens, qui ne repose plus sur rien, qui est que sur c'est un décor de cinéma. C'est-à-dire que tout est faux, en fait. Les hiérarchies des premiers rangs des défilés, qui avant faisaient un peu sens à peu près, parce que tu avais la rédactrice en chef qui était assise devant, et son équipe qui était assise un petit peu derrière, tu vois, avec ça, machin. Bon, c'était déjà un peu bizarre, mais bon, fallait bien décider qui allait être assis au premier rang, tu vois. Alors maintenant, bon, c'est devenu... c'est un moment un petit peu de bordel parce qu'il y a tous ces nouveaux médias qui arrivent, toutes ces nouvelles célébrités, les défilés. Les Instagrammeuses. Ouais, et puis les défilés, c'est devenu... C'était pas avant, c'est des moments importants de communication pour les marques. Beaucoup moins des moments de travail, ce que c'était avant, tu vois, il n'y avait pas les photographes à l'extérieur et tout, les gens y allaient habillés, ils étaient bien habillés, mais c'était pas, tu vois, l'hystérie pour se faire remarquer. Maintenant, les défilés, c'est devenu une plateforme, c'est un peu comme une émission de télé ou un truc comme ça où tu vas, tu rencontres des gens, tu te fais photographier, il y a tout ça. Mais finalement, le vêtement dans l'histoire... Ouais, voilà, exactement. Et donc tout ça, pour moi, j'ai besoin quand même dans la vie que les choses, elles fassent un peu sens. Et quand j'y trouve pas de sens, ça me fait une espèce de dépression nerveuse grave, tu vois. J'ai un problème, c'est-à-dire que je pleure, je comprends pas, je sais pas, j'ai un côté très terrien comme ça, je suis taureau. J'ai un côté où il faut que les choses, soit elles m'inspirent, soit elles aient du sens. Sinon, par exemple, tu vois, parfois je suis à des rendez-vous de business et... Si ça fait pas sens, si je suis pas inspirée, si c'est un truc qui part dans un délire vraiment commercial et tout, j'ai des problèmes. Décroches. Ouais, mais c'est très grave, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... Maintenant, c'est bien parce que tu vois, Émilie et Delphine qui travaillent avec moi, elles le savent, quoi. Mais c'est... ouais. C'est mon côté très... je crois que c'est mon côté un peu corse, tu vois, où on peut jamais me dire quoi faire. Enfin, je sais pas, il y a un côté comme ça où d'un coup, je vais décrocher. Et tu rappelais, il y a un instant que tu venais de la photographie de rue. Tu photographies des femmes. Tu mets toutes tes images sur ton blog depuis des années. Tu m'as photographié moi. Ouais. Et il y a quelque chose dans les photos de femmes que tu produis qui est tellement bienveillant, tellement doux. Et la douceur, c'est pas forcément, je trouve, que ce qui te caractérise. T'es quelqu'un d'énergique, t'es quelqu'un de décidé. Et dans tes photos, je sens une espèce de sororité presque, je sais pas comment tu l'analyses. C'est vachement marrant parce que je crois que l'un des trucs justement d'avoir compris que j'étais une femme, ça m'a rouvert cette douceur, elle est revenue en fait. Moi, quand tu me demandais quand j'étais enfant, ce qui me caractérisait le plus, c'était ma douceur.
tout le temps douce et gentille et tout ça. Et je pense que quand je me suis pris ma claque de l'adolescence, je suis devenue beaucoup plus dans une énergie peut-être un peu plus masculine, tu vois. Et en ce moment, je redécouvre. En fait, je suis passée par une époque, toi tu le sais parce qu'on est amis, mais pour dire un peu pour tes auditeurs, je viens juste de passer par une espèce de grosse période de transition, de doute personnel et tout. J'ai fait un burn-out il y a quelques mois et tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie et tout ça, et ça m'a complètement... Enfin, j'ai eu un déclic, tu vois, ça m'a vachement changé la vie. Et du coup, je retourne beaucoup à cette douceur, et c'est quelque chose que j'ai vraiment qui... C'est moi, quoi. Je vois le monde de cette manière-là. Tu vois, ce que tu vois dans mes photos, c'est ça. Et donc, ces derniers mois, j'ai appris qu'il fallait que je me protège. Parce que, en fait, on peut me faire du mal très, très facilement. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'étais peut-être... toi, tu vois ce côté de moi beaucoup plus... tu vois, dans l'énergie et tout, machin. Et puis ma manière de m'exprimer, ma manière de voir les choses et les gens, c'est ça. Enfin, tu vois, cette photo de toi que j'ai prise dans la rue où il y a de la lumière, tu vois, qu'on aime toutes les deux, je le sais. Moi, c'est comme ça que je te vois, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je vois les gens, tu vois. C'est une lucarne sur ton âme, en fait, ces photos que tu fais depuis toujours. Je pense que la photo, c'est ça. Je pense que la photo, c'est ça, c'est vraiment arriver à montrer ce qu'on voit, comment on voit le monde. Et moi, c'est vraiment moi, c'est ma manière de voir le monde, c'est ça. C'est les gens sont, je sais pas, les gens sont beaux, tu vois. Et la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un et oh merde, je sais plus ce qu'on disait, mais il m'a regardé comme ça, il me dit mais évidemment que tout le monde est beau. Et je trouvais que c'était vachement, ça répondait vachement à ce que moi je ressens. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les gens ils me disent « Ouais, mais toi, tu photographies que des filles belles, minces et tout. » Et je disais « Mais... » En fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est mes photos qui les rendent... Enfin, qui montrent leur beauté, quoi. Elles sont pleines de bienveillance, tes photos. Tu vois, je sais photographier quelqu'un parce que souvent, quand je vois quelqu'un, les 2 premières minutes, tu vois, c'est mon regard, c'est ça, c'est de voir ils sont beaux quand ils sont comme ça, tu vois. Ils sont beaux dans cette lumière. Et après, c'est facile de le rendre en photo. Tu vois, même mes photos, je les prends hyper vite. Mais parce qu'en général, je sais déjà où est la beauté, quoi. Enfin, je l'ai vue comme ça, quoi. Mais bon, je viens d'une famille où la beauté, c'est très important. Et la lumière aussi, j'imagine. La lumière, ça, je pense que ça vient de mon enfance, tu vois, au soleil et tout ça. Mais c'est un peu trop important, peut-être, dans ma famille, la beauté. Mais en tout cas, du coup, je pense que ça m'a un peu donné ce regard, quoi. Alors, je voulais parler de ton histoire avec Scott Schumann, qui est lui aussi un blogueur qui met des pincettes. Ouais, mais surtout pas de pincettes. Non, mais sous un angle très particulier. Moi, en fait, pour préparer l'émission, j'ai lu pendant une nuit entière les articles qui sont parus sur toi depuis des années. Et j'avais l'impression, au moment où t'es un peu partie à New York, à l'époque où t'étais en couple avec lui, tant ta carrière a explosé. Truc féministe number one, vas-y. Non, mais je sais. Et justement, à l'époque, j'ai l'impression que dans tous les articles, ou même quand t'as reçu le CFDA, il y avait une espèce d'impression on décrivait que ta réussite était due à lui, c'est forcément un mentor, et c'est un truc que beaucoup de filles ici me racontent, que dès qu'elles réussissent, on cherche dans leur entourage le premier mec qui passe pour l'attribuer. C'est quelque chose que t'as vécu, c'est un ressenti que t'as eu. Mais grave, attends, même quand je suis arrivée, en fait, moi, je partais à New York, quoi. Je partais pas rejoindre Scott. Tu vois, j'allais partir à New York, Scott ou pas. La preuve, c'est qu'à un moment, on s'est séparés au tout début de notre relation. Et tout le monde disait, bon, bah, tu pars plus à New York. Mais si, je pars à New York, je pars sans Scott. Enfin, je m'en foutais pas, j'étais amoureuse à l'époque. Mais je me disais, mais non, c'est bon, je vais vivre dans un autre quartier, et puis je le verrai pas, et puis j'irai à New York. Donc, je partais à New York. Mais donc, ce qui a été décrit, c'est le truc chevaleresque. Tu sais, oui, aller retrouver son amour à New York. Bon, ça, c'était le truc numéro 1. Après, encore une fois, c'est très compliqué, c'est pas noir ou blanc, c'est pas j'aurais été pareil sans Scott, c'est pas vrai, mais je pense que effectivement j'avais déjà du succès avant de le rencontrer, tu vois, et on s'est tous les deux beaucoup aidés et inspirés et tout ça, et c'est, tu sais, comme souvent dans les couples d'artistes où effectivement on découvre, tu vois, 50 ans plus tard que la femme était une artiste de valeur ou un truc comme ça, tu vois. Voir qu'elle faisait les tableaux que le mec signait. Mais c'est pas le cas parce que Scott, c'est un artiste
en lui-même, tu vois, mais le truc c'est que on était tous les deux les connivences et tu vois les inspirations artistiques, ça veut pas dire que l'homme a fait la femme, enfin tu vois, c'était juste qu'on était tous les deux dans une espèce d'expansion et d'inspiration commune et qu'on faisait notre travail qui a toujours été très différent l'un de l'autre d'ailleurs et voilà donc. Mais t'as souffert de ça, de cette lecture que pouvaient avoir les gens? J'ai peut-être, sans m'en rendre compte, je pense que j'étais dans une telle époque de tu sais, à 100 à l'heure, 2000 à l'heure, que je pouvais pas lire tout. Tu te posais pas pour réfléchir? Non, j'avais d'autres trucs à régler que, tu vois, que ça, en tout cas. Je pense que j'ai souffert d'autres choses, mais je le vois maintenant, quoi, tu vois. Mais j'en ai aussi, ça a été bien aussi, tu vois. C'est des moments, c'est pas grave, quoi, parce que c'était bien. Mais après, c'est vrai que être un couple où les deux personnes sont un peu publiques, c'est un peu compliqué parfois, j'imagine, parce que les gens associent beaucoup. Tu sais, Scott et moi, on est extrêmement différents. Mais genre, à un point, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'aime les gens, tu vois, je travaille avec une grande équipe et tout. Et lui, il n'aime que travailler seul. C'est pas quelqu'un qui est très... il est génial, mais il est pas tellement... il est difficile d'accès, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il fait de la photo, qu'il va voir sa manière à lui, tu vois, d'être avec les gens, quoi. Et du coup, je pense que parfois, j'ai été un peu associée à sa manière de faire, alors que j'avais une manière de faire les choses qui était... Et d'ailleurs, on s'engueulait souvent, tu vois, sur des trucs comme ça. Mais être différent, ça veut pas dire ne pas s'aimer. Mais par contre, c'est vrai que souvent, les gens, ils font un espèce de mélange. Et bon, tu peux pas leur en vouloir... tu vois, on n'a pas non plus, c'est pas protégé, mais bon, c'est aussi parce que moi, j'ai jamais voulu agir comme une célébrité. C'était vraiment pas ça m'intéressait pas, ou disons qu'en tout cas, moi, ayant toujours justement vu de l'extérieur les célébrités, comment elles se protègent et tout, je trouvais que c'était trop, tu vois. Moi, souvent, les gens, quand je sais pas, quand les gens, je les aime ou ils m'intéressent, j'ai envie de savoir comment ils vivent leur vie, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment et tout ça. Et je trouve que parfois, il n'y a pas trop de... Il y a des murs qui se construisent. Il y a des murs qui se construisent que moi, j'avais pas forcément envie de construire. Je suis amoureuse, j'en parle. Aujourd'hui, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, j'en parle, tu vois. Mais c'est vrai que quand les deux sont un peu sous le... Enfin, tu vois, en lumière, ça peut être compliqué. Ouais. C'est comment d'être une femme à New York? C'est très dur d'être une femme à New York. Il y a beaucoup de... Il y a cette, tu sais, cette quête de la perfection. C'est plus facile d'être une femme à Paris. On donne pas beaucoup de... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas beaucoup de... On dit cut some slack. On dit pas... Pas beaucoup de marge, quoi. Ouais, on donne pas beaucoup de marge, tu vois. Il y a... Pour moi, c'est dur. Et encore, je suis pas américaine. J'ai la culture française qui me protège, tu vois. Tu peux être décoiffée, ça passe. J'ai le droit d'être décoiffée. Mais ça passe surtout parce que le problème, c'est un petit peu comme quand on parle du foulard et tout, c'est la violence intériorisée, tu vois. C'est pas que personne va demander à une femme d'être bien coiffée, c'est la femme qui se le demande à elle-même parce qu'elle a été éduquée comme ça, tu vois. Et donc, les femmes sont très dures envers elles-mêmes. Elles sont... D'ailleurs, c'est surprenant à quel point elles se soutiennent les unes les autres, vu comment elles ont cette espèce de violence à l'intérieur, tu vois. Elles arrivent quand même à être friendly, à être ouvertes aux autres, à se soutenir et tout ça. Mais je trouve que, ouais, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont intéressées par mon discours, ce que j'ai à dire et tout ça, parce que j'ai un côté très français, beaucoup plus cool, quoi, en fait. Tu parles des imperfections, tu parles des doutes. Je parle des doutes, je parle des difficultés à s'exprimer, je parle de tout, en fait, de tout ce qui me passe par l'esprit un peu trop parfois, mais et je trouve que c'est difficile, mais même encore, tu vois, aujourd'hui, là, je trouve que ça s'arrange un petit peu, mais le dernier truc qui était pour moi vachement important de parler, c'était du fait que pour réussir dans la vie, on n'est pas obligé d'être une super femme d'affaires. Tu vois, je trouve que ces dernières années, on a présenté la femme qui réussit. C'était le retour des années 80, quoi. Ouais. La power woman, girl boss. Mais ça, tu peux même pas savoir comme ça me...
c'est même pas que ça m'énerve, c'est juste que ça manque tellement de nuances, c'est tellement faux, quoi. On peut être heureux en travaillant moins, on peut être heureux en n'étant pas la super vixen, je sais pas, tu vois, sexy et qui dirige 50 personnes. Si je peux resituer à ceux qui connaissent pas ta situation aujourd'hui, tu diriges une boîte de 12 personnes, t'es un peu l'incarnation, enfin de loin en tout cas, tu donnes l'impression d'être cette girl boss qui a été célébrée par les années 2010 et qui continue d'alimenter les fantasmes. Ouais, mais ça c'est mon choix à moi, tu vois. L'espèce de truc à chaque âge, tu vois, son moment. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi répéter, c'est que moi j'ai commencé mon blog, j'avais 31 ans, quoi. Tu vois, et avant ça, j'étais un peu en loose et tout, c'est pas grave, quoi. Tu vois, j'ai appris des choses, j'avais justement des millions de choses à dire sur mon blog parce que j'avais vécu avant. Et que maintenant on attend des gens tellement jeunes, tu vois, on leur montre des exemples de gens tellement jeunes qui sont là, qui ont tout compris. Et je trouve que c'est dommage parce que la vie c'est quand même beaucoup plus de nuances que ça. Et il y a des moments. Je trouve que d'ailleurs c'est vachement dur en ce moment les médias sociaux parce que les jeunes ils vivent sous de tels projecteurs de leur vie. Moi à 20 ans je faisais la fête comme une folle. Si tu m'avais vu d'extérieur tu te serais dit putain mais ça va pas du tout, quoi. Alors qu'en fait c'était génial, tu vois, elle va mal tourner et tout, alors qu'en fait moi je m'éclatais, que j'ai appris des choses que tu vois qui sont hyper fortes encore aujourd'hui pour moi, qui m'ont construite. Putain, si j'avais les médias sociaux, cette espèce de truc où faut être belle, faut être ceci, faut être cela, je sais pas comment, tu vois, où mes parents ils peuvent me voir, tu vois, de me voir ma vie. Je pense que ça m'aurait beaucoup plus conditionné que ça aurait été beaucoup plus difficile. Ça modifie les comportements. Ouais. Ça modifie tout. New York, c'est aussi un endroit où les femmes dès 35 ans sont très fortement, si elles sont pas mères, encouragées à congeler leurs ovocytes. C'est un droit qu'en France, on n'a pas, et que beaucoup de femmes se battent pour obtenir. Comment tu te positionnes là-dessus ? Moi, je pense que toutes les libertés possibles doivent être données aux femmes. Elles ont le droit. Enfin, je trouve que tout ce qui libère... la femme devrait, tu vois, lui être autorisée. Après, je pense que c'est des parcours, tu vois, qui sont intimes. Chacun avec son corps, avec son mari ou pas, tu vois. Effectivement, moi, j'ai des amis qui n'ont pas de mec ou qui sont homosexuels et elles peuvent avoir des enfants, c'est facile. Et je vois des familles géniales et je les vois, mais vraiment, je vois pas le problème et je suis pour que les femmes aient des enfants plus tard. Je suis contente que Janet Jackson soit enceinte. Je trouve que tout ce qui peut... enfin, je veux dire, pourquoi pas, quoi, tu vois. On vit 2 fois plus longtemps qu'avant. On peut élever des enfants à n'importe quel âge. Et je pense que il y aura toujours des horreurs, de toute façon, quoi qu'on fasse. Quand il n'y avait pas l'avortement, les femmes se faisaient avorter et c'était... Elles en mouraient. Je pense qu'encadrer ces pratiques et les rendre possibles et après avoir une réflexion intellectuelle sur ça pour que les femmes justement puissent s'en servir, connaître et excusez-moi, apprendre aux femmes leur féminité, leur corps. Tu connais toi ton corps ? Tu sais, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est quoi tes règles ? C'est quoi ? On n'en sait rien, on nous apprend rien. Mais là, on est au stade où il y a des clitoris en 3D qui sont en train d'être construits pour les jeunes filles qui n'ont aucune idée, en fait, de l'endroit où ça se trouve et comment ça c'est fonctionne. Comme si on était que... Et les hommes, pareil, hein. Oui. C'est pas un truc de femme, hein. C'est vraiment les hommes, pareil. On ne sait pas du tout, quoi. On n'y connaît rien, on connaît pas l'autre. On devrait aussi apprendre comment est fait un homme. Tout ça. Et je trouve que voilà, il faut épouser tu vois, l'avancée de la médecine. Surtout qu'en ce moment la médecine quand même vraiment devient hyper intéressante, tu vois, avec tous les progrès en immunologie et tout ce qu'on apprend sur le vieillissement, pourquoi on vieillit et tout ça, je trouve que c'est génial. Et en même temps l'épouser mais aussi éduquer, je trouve que c'est ça le plus important, tu vois, éduquer les gens parce que après les femmes elles peuvent comprendre pourquoi c'est mieux d'avoir un enfant peut-être plus jeune, pourquoi ceci, cela, mais avoir les outils en main pour faire sa vie. Alors, c'est le moment de la question, un peu surprenante, que je pose à toutes les femmes qui passent dans la poudre. Tu t'entends comment avec ton utérus ? Je m'entends très bien avec mon utérus depuis quelques temps. C'est ce dont tu nous parlais d'ailleurs à l'instant, les règles et... Ouais, c'est-à-dire qu'avant, je savais même pas où il était. Et puis maintenant,
Je pense à lui, tu vois. J'essaye vraiment d'apprivoiser l'intérieur de mon corps. Je fais beaucoup en ce moment, enfin on n'en a pas parlé, mais en ce moment j'ai fait des thérapies alternatives et je fais beaucoup de méditation et tout ça, et d'hypnothérapie et de choses comme ça. Et ça a complètement brisé certaines barrières que j'avais d'ailleurs je me sens complètement différente. Et la première chose que j'ai apprise, et ça a un rapport avec mon utérus, mais c'est plus général, c'est à écouter mon corps. Et tu peux pas savoir comme ça me change la vie, mes rapports aux gens, tout. C'est-à-dire qu'en fait, le corps a une intelligence énorme et on apprend très vite à se séparer, en fait, de pas l'écouter, tu vois. Mais moi, ma réaction physique à certaines situations, à certaines personnes, elle est très claire si j'apprends à l'écouter. Et les premiers travaux que j'ai fait en hypnothérapie, c'est où tu ressens cette émotion dans ton corps. Où est-ce que tu la places? Comment la dénouer? Tout ça. Et maintenant, j'ai un vrai... Et pareil avec la nourriture, tu vois, on n'en a pas parlé, mais moi, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Je sais pas manger et j'apprends maintenant... Tu vois, tout à l'heure, on a mangé... Je peux le dire, on a mangé un super bon déjeuner qui... Une demi-heure après, je me sentais vraiment bien. Et je te l'ai dit. Oui, tu l'as dit. Je t'ai dit, c'était vraiment bon. T'as repensé à l'aubergine. J'ai repensé, tu vois, que sûrement c'est passé à travers, tu vois, moi, d'une manière qui a fait du bien à tous mes... Et en plus, tu l'as lu parce qu'on en a parlé, mais le côlon, c'est un endroit qui renferme beaucoup de nos émotions et tout ça. Donc, voilà, j'ai terre intérieure, je sais pas quoi, inconnue. Je suis en train de vraiment apprivoiser l'intérieur de mon corps. Et donc évidemment mon utérus en fait partie, tu vois, et j'essaye parfois de visualiser, d'essayer de comprendre justement où part la nourriture que j'avale, où est-ce que mon sang, tu sais, tu le sens quand tout marche bien, tu vois, et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, qui était bien pour ça, quelle personne j'ai vue pour être aussi, tu vois, énergisée, à quel moment de mon cycle je suis, quel temps il fait, toutes ces choses-là. Et en fait c'est des choses que finalement on devrait faire très intuitivement comme les animaux. Ce que j'allais dire, ça ressemble un peu à la maturité aussi, ce que tu décris. Ouais. Et t'as écrit récemment sur ton blog un papier super intéressant où tu réagissais à une phrase de Dolce Gabbana, « Tout le monde veut être jeune ». Ouais. Et tu disais dans ce papier, « Si l'on décide de faire des années qui passent nos amis, de les laisser nous changer, nous apprendre, nous montrer la vraie beauté, alors vraiment, vieillir, c'est sublime ». Est-ce que t'es sérieuse? Grave. Ah mais grave. Je suis 100% sérieuse. Et pourtant, tu sais que je change souvent d'avis, mais ouais. Non, mais je sais que t'es cohérente là-dessus. Ouais. Ah ouais, non, vraiment... Mais ça fait du bien d'entendre ce message-là. On est dans une société où mais c'est hallucinant, voilà, c'est des mensonges. Tout le monde veut être jeune. C'est quoi cette phrase? C'est n'importe quoi. Et puis c'est des... Mais il y a tellement, quand tu commences à réfléchir à toutes les conneries qu'on nous raconte. La dernière fois, j'ai reçu le mail trop mignon d'une jeune fille, je sais pas, peut-être ton âge, c'est ça, et qui me dit... Une jeune fille donc, qui avait 22 ans comme voilà. notre assistante d'Isla qui est exactement, à côté. Qui est là et qui me dit voilà, je cherche ce que je veux faire dans la vie, mais dans notre société d'aujourd'hui avec la crise c'est très dur, on trouve pas de travail, tout ça, et je me dis putain mais c'est les mêmes choses qu'on me disait il y a 20 ans quoi, et qui m'ont détruite, qui m'ont détruit mes idéaux, qui m'ont détruit mes ambitions, qui ont fait que j'ai fait des études de merde, qui ont fait que j'ai pas cru en moi pendant des années. Et on nous raconte des conneries, on nous raconte ça depuis, mais c'est le discours, c'est hallucinant. Ça devrait être interdit de parler comme ça aux enfants, aux jeunes. Interdit, quoi. On nous dit qu'il faut avoir peur d'être vieux, quoi, mais ça devrait... C'est d'un manque de respect pour l'humain, enfin pour les femmes, pour les hommes, tu vois, c'est hallucinant. Et c'est faux, surtout. C'est ça qu'on sait que c'est des... tu vois, si c'était juste du manque de respect, mais c'est des conneries, c'est pas vrai. Vieillir, c'est déjà... C'est trop long pour expliquer, mais je veux dire, déjà on nous parle beaucoup de vieillir sur la question du vieillissement extérieur, tu vois, alors que bon, quand même, être une personne, c'est une aventure tout aussi intérieure qu'extérieure. Il faut arrêter de nous faire croire que, tu vois, tout le monde est déprimé parce qu'ils ont des rides en plus. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment dingue, quoi. C'est dingue. Ça me révolte parce que justement, parce que moi-même j'y ai cru.
Que donc d'arriver là, tu sais, un peu en haut de la montagne et me dire ah putain, mais en fait... T'avais peur d'avoir 40 ans? Mais bien sûr, t'as pas peur toi d'avoir 40 ans? Si, j'ai le temps. Ouais. Non, mais t'inquiète, ça vient vite. Non, mais bien sûr, mais Bien tout le sûr. monde a peur d'avoir 40 ans, d'avoir 30 ans, d'avoir 20 ans. On a peur, tu vois. Parce qu'on nous apprend vachement à avoir peur. Je sais pas, après, il y a toujours bien sûr le problème de la grande vieillesse qu'on va pas régler tout de suite, tu vois. Quand on aura 120 ans, on aura d'autres soucis. Voilà, on aura d'autres soucis. Mais je pense même que c'est d'ailleurs ça aussi, la vie, c'est de devenir plus spirituel, de comprendre la vie d'une manière différente, d'avoir envie d'aider les autres, d'aider les jeunes. Tu vois, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est pas de faire croire à tout le monde que j'ai 25 ans. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir, tu vois, les portes, de pouvoir expliquer ce que j'ai appris, de pouvoir... Et c'est dans ça que tu commences à te réaliser, enfin, je sais pas quoi. Ouais, donc, À transmettre. à transmettre, je sais pas, et puis et aussi enfin moi je sais pas, quand j'ai des copines qui ont 23 ans, tu vois, j'ai vraiment des amies de tous les âges et elles aussi elles me transmettent quelque chose de différent, tu vois, de nouveau, je sais pas, c'est à double, je dis pas que je suis là à leur donner des grandes leçons de vie, c'est pas du tout ça, c'est un espace d'échange qui est hyper intéressant, avec des points de vue différents sur le monde et tout ça qui sont intéressants, je trouve. Est-ce que, ça c'est encore une question que je pose à toutes les femmes qui passent ici, et je pense évidemment à Virginia Woolf, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi? Ouais, je pense quand même. Il y a des moments. Ouais. T'as un espace où tu te libères de tout ce qui fait les contraintes quotidiennes, que ce soit ton couple, ta boîte, Ouais, je pense que j'ai des espaces en moi. Ouais, où j'ai pas forcément personne qui a accès, ou tu vois. C'est pas pour la première fois, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que pour la première fois depuis 10 ans, j'ai envie d'avoir à nouveau un atelier, tu vois, d'artiste. Une petite chambre à moi avec de la lumière où je puisse travailler. Et je pense que ça concorde avec tout ce que je te disais, tu vois. Ce retour vers ma féminité, tout ça. Là, j'ai envie d'avoir un endroit où je peux me projeter, en fait. Projeter mon énergie, ma créativité et tout, et où on n'a pas forcément... où on peut rentrer, tu vois, mais où c'est chez moi. C'est marrant qu'on parle d'atelier. Ouais. Ouais. Ouais, donc voilà, quoi. C'est... Mais à l'intérieur de moi, tu sais, par exemple, tu vois, j'ai toujours beaucoup lu de choses sur le développement personnel et tout. C'est un truc qui était presque un peu honteux, parce que tu sais qu'en France, c'est quelque chose qui est vachement mal vu. Enfin, tu trouves pas? Ouais, ça se développe quand même. Mais ouais. C'est vrai que c'est pas une religion comme aux États-Unis. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que j'en parlais jamais et tout. Et alors qu'au fond, je me rends compte qu'au fil des années, ça a développé une vraie, tu vois, une vraie direction. Je trouve que moi, de la manière dont j'étais élevée, je crois, la religion de ma mère, c'est la psychanalyse. La religion de mon père, c'est, tu vois, il est plus catholique et très classique, tu vois, dans sa manière de voir la vie. Très français, en fait, tout ça. Et aucune des deux visions, en fait, me correspondait. Et il a fallu que je me crée, et je continue, tu vois, à créer ma propre idée de la vie, ma propre vision et tout ça. Et tout ça s'est fait en fait tout doucement dans mes lectures, en filigrane. Tu vois, je cherchais, je savais pas que je cherchais quelque chose, et finalement, tu sais, j'ai fini par le trouver sans vraiment m'en rendre compte. Et je pense que c'est quelque chose qui va s'amplifier, tu vois, dans le futur, parce que je pense que c'est important de... T'as des bouquins en tête, ou je sais pas, des podcasts, des recommandations culturelles Je pense que l'un des livres... il y a beaucoup de trucs, mais... un des livres que j'ai le plus adoré et que je continue à lire, c'est Femmes qui courent avec les loups. Tu l'as lu? Ouais, bien sûr. Clarissa Pinkola Estés. Je l'ai lu il y a longtemps. C'est tellement bien. Mais tellement bien. Où je vais pas essayer d'expliquer ce que c'est, mais je trouve que c'est... ça explique justement la profondeur de l'être, en fait. Et la profondeur d'être une femme, parce que ça parle des femmes, et à quel point quand plus on est jeune, plus on vit à un certain niveau. Et c'est ça que j'explique quand je parle de la maturité, c'est que
on ressent enfin, tu vois, on ouvre les portes de cette profondeur qu'on a à l'intérieur, de la richesse, tu vois, de nos paysages intérieurs, de tout ça. Et c'est vrai qu'en travaillant sur la méditation et tout, on ouvre ces portes-là et on devient un peu invincible et sans limite. Et ça, c'est merveilleux, tu vois. Et on devient son identité aussi. Et c'est pour ça que c'est plus facile de partager avec les autres, parce que on a des mondes tellement vastes à l'intérieur. Et je trouve que ce livre, il donne des pistes. Tu vois, je l'ai lu à 20 ans et je le relis aujourd'hui. Et j'y trouve différentes choses que j'ai appris tant dans toutes ces années. Mais déjà, à l'époque, c'était très enrichissant. Donc j'y pense parce que je le relisais il y a 2-3 jours. Je lisais l'histoire des chaussures rouges. Je peux pas, ça va te prendre tout le podcast si j'explique, mais incroyable et vachement, tellement beau justement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui sur l'apparence et tout ça, tu vois. Elle décrit en fait des contes pour enfants et elle explique en fait toutes les. C'est des contes populaires en fait qui servent à décrypter la féminité. Ouais, exactement. Ça, hein, ouais. Et elle parle, tu vois, de l'arrachement à la créativité, à la fécondité de la femme, enfin des choses incroyables. Ouais. Donc voilà. Super recommandation, non, mais c'est génial que tu évoques ce livre. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? Ça te fait penser à quoi? Le premier truc que tout le monde pense, ça fait penser à la coke. Ah, pas tout le monde, hein. Alors là, je peux te le dire, moi, c'est... Ah bon Tu fais une émission qui s'appelle La Poudre, tu vas parler de drogue? Donc, pour moi, comme je te connais, je savais que, enfin, tu vois, je me suis dit que c'était une traînée de poudre, tu vois, qui fait, je sais pas, qui fait du feu, d'explosion, quelque chose comme ça, non? Si. Et la poudre aux yeux aussi. Donc bon, ça c'est quand j'ai commencé à chercher. Mais pour moi, la poudre, c'est ça, c'est la traînée de poudre. Ouais, les armes à feu et tout. Mais c'est aussi, je me suis rendu compte après l'espèce de rose poudré que j'ai choisi pour la cover de l'émission, c'est en fait le rose de ton bouquin aussi. Ah ouais? C'est un code couleur qu'on a en commun. Ouais. Un rose qui n'est pas aussi sage qu'il en a l'air. Ouais, c'est presque un saumon. Saumon? C'est moins joli comme j'ai pas pensé. Ouais. Merci Garance. C'est presque un ton. Merci à Garance d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.